Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bienvenue sur Logos FM dans l'émission Entreprise et passion où je reçois aujourd'hui Xavier Moisset. Xavier, bonjour. Bonjour madame. Xavier, vous êtes professeur de neurologie. Alors, avant de nous expliquer ce qu'est le périmètre de cette profession, vous allez peut-être d'abord vous présenter, puisque c'est le cas au sein de cette émission. Qui êtes-vous, Xavier Moisset ? Bien, j'ai fait ma scolarité à Saint-Flour, mes parents sont de Saint-Flour, puis je suis venu faire mes études de médecine à Clermont-Ferrand. Et là, j'ai eu un parcours qui est un peu différent de la majorité des médecins. Dès la deuxième année, on m'a proposé de faire partie de la formation proposée par l'école de l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le plus gros institut qui participe à la recherche en santé et qui voulait former des jeunes médecins directement avec une appétence pour la recherche. Donc, j'ai bénéficié de cours au niveau national pendant ma deuxième année de médecine et on devait faire 6 mois de stage pendant les deuxième et troisième années de médecine dans un laboratoire de recherche pour découvrir ce que c'était que la recherche. Je m'intéressais beaucoup au sport, à la nutrition. J'ai voulu faire un stage de ce côté-là, mais je n'ai pas réussi à trouver un encadrement au moment où je voulais faire ce stage. Et j'avais rencontré le professeur Dallel, responsable de Neurodol, une équipe de recherche sur la douleur, pendant la formation proposée par l'INSERM. Donc je suis allé le voir, j'ai fait mes premiers mois de stage avec lui et j'y suis resté puisque 20 ans après, je travaille toujours avec lui. Donc, c'était pas tout à fait l'idée de départ, mais ça m'a plu et je suis resté dans cette formation. Donc, ce stage était en parallèle des deuxième et troisième années de médecine. Puis après, j'ai arrêté mes études pendant 1 an pour aller faire 1 an de formation supplémentaire à la recherche à Paris. Et dans le laboratoire local, j'avais travaillé sur les petits rats pour des modèles de douleur. Et j'avais envie de passer chez l'homme, parce que ma volonté première, c'était quand même de travailler avec des patients. Et cette équipe parisienne permettait de faire la poursuite de mon travail, travailler sur le même type de douleur, mais directement chez les patients, en explorant avec des IRM un peu spécifiques le fonctionnement du cerveau pendant la douleur. Et alors, ce cursus, on va dire, il est né d'une volonté, il y avait une envie initiale, parce qu'on passe de Saint-Flour à la médecine. Comment elle se fait, la transition là ? Alors, quand j'ai passé mon bac, je n'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire. J'hésitais entre une école d'ingénieur plutôt dans la biologie ou les études de médecine. Donc, plus scientifique quand même déjà au départ. Un parcours déjà scientifique, oui. Mais ce n'était pas une voie toute tracée, c'est plutôt les rencontres et les opportunités qui ont fait que cette voie s'est orientée vers la médecine et la recherche côté douleur. Le professeur Dallel est quelqu'un de passionné, qui m'a fait aimer cette recherche sur la douleur. La douleur, c'est ce qui embête le plus les gens. Quand il y a une maladie, c'est souvent la douleur qui va la faire découvrir. C'est ce qui impacte le plus la qualité de vie du patient. Et les douleurs auxquelles je m'intéresse côté neurologie, ce sont des douleurs très fréquentes. Les céphalées et la migraine en particulier, ça concerne 10 millions de personnes en France. Les douleurs neuropathiques, donc les douleurs par atteinte du cerveau, de la moelle épinière ou des nerfs, c'est 4 millions de personnes en France. Et ce sont des douleurs qui ne sont pas toujours faciles à traiter. Donc ça, c'est venu en fait au cours de mes études et un petit peu plus tard. Parce que après cette interruption d'1 an à Paris, j'ai fait 3 années supplémentaires pour finir la première partie des études de médecine. Ensuite, il y a un concours. Et lors de ce concours, j'ai choisi de me spécialiser en neurologie pour 4 années supplémentaires. Et pendant l'internat de neurologie, je me suis à nouveau arrêté 3 ans pour faire de la recherche spécifiquement sur la douleur en relation avec les 2 équipes. Donc une partie a été faite à Clermont et l'autre partie à Paris, dans l'équipe dans laquelle j'étais déjà allé. Alors moi, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, et c'est une très belle fierté de recevoir sur cette antenne, c'est cette multi-compétences, on va dire, qu'il y a ici sur Clermont, sur l'Auvergne, au niveau du CHU, qui ne se sait pas souvent. Et comment est-ce que ça a émergé ? Est-ce que c'est un inconscient collectif national qui, à un moment, fait que tout démarre partout en même temps ? Est-ce que c'est vraiment une spécificité ici ? Qu'est-ce qui fait que il y a cette richesse sur Clermont ? Nous avons une vraie spécificité à Clermont pour la recherche sur la douleur. C'est le professeur Échalier, dans les années 90, qui était médecin, pharmacologue, qui a lancé cette recherche sur la douleur. Le professeur Dallel avait une équipe en parallèle, lancée peu de temps après,
Et les deux équipes ont fusionné pour faire vraiment un gros groupe au niveau national. Le groupe Neurodol, c'est presque une centaine de personnes et l'équipe va encore grossir prochainement. C'est la plus grosse équipe qui fait de la recherche préclinique et clinique sur la douleur en France. Et on n'est peut-être pas assez bon en communication, mais les gens ne le savent pas forcément. Il y a des avancées importantes qui ont été faites grâce aux équipes clermontoises. Alors c'est quoi ? C'est une forme d'humilité exacerbée ? Comment vous l'expliquez ça ? Alors, j'aurais pas d'explication toute faite, mais pendant nos études, on est très peu formés à cette communication. Les chercheurs américains avec lesquels on travaille sont formés et tout ce qu'ils font, ils en parlent largement. Ils le partagent. Je suis pas sûr qu'ils fassent mieux que nous, bien sûr, mais ils le font mieux savoir. Et nous, on nous apprend à faire de la science de façon correcte, à faire une recherche de qualité, mais une fois qu'on a ces résultats intéressants, on a peut-être encore du mal à les expliquer au grand public, et même au sein de la communauté scientifique, on n'a pas toujours l'impact que mériteraient les données qui ont été produites. Alors vous dites une centaine de personnes au sein de ce laboratoire Neurodol, donc, qui est dirigé aujourd'hui par le professeur Dallel, c'est ça ? C'est bien ça. Quelles sont la palette des compétences qu'il y a là-dedans et quelles sont justement en deux temps dans la réponse, quelles sont les avancées, les recherches ou les pistes qui sont en train d'apparaître ? Alors, il y a des profils assez divers dans ces équipes de recherche. Il y a des chercheurs qui ont fait une fac de sciences, plutôt orientée sur la biologie, qui ont fait une thèse de sciences et qui sont maintenant chercheurs plutôt pour la partie préclinique. Mais il y a aussi de nombreux cliniciens. On a dans l'équipe des rhumatologues, des chirurgiens ORL, maxillofaciaux. On a des psychiatres. La douleur a aussi une valence sur le moral, sur l'anxiété qui est majeure. On a au sein de l'équipe des neurologues, des rhumatologues, des gastros. Donc, toutes les pathologies pouvant donner des douleurs méritent aussi qu'on s'intéresse spécifiquement à cette douleur. Dans quelques cas, on traite la cause et il n'y a plus de douleur. Mais quand la douleur s'autonomise, c'est vraiment la douleur qui devient la maladie et il faut chercher d'autres pistes parce que les médicaments antidouleurs classiques, le paracétamol ou les anti-inflammatoires, souvent ne fonctionnent pas pour traiter ces douleurs chroniques. Dans le cadre des douleurs qui m'intéressent un peu plus, pour les douleurs neuropathiques, on utilise de façon un peu détournée des antidépresseurs ou des antiépileptiques pour lesquels on a vu qu'ils fonctionnaient sur la douleur. Mais ils n'ont pas été développés au départ pour ces douleurs. Dans la migraine, c'est beaucoup le cas aussi. On utilise les anti-inflammatoires pour traiter une crise de migraine, mais on utilise comme traitement de fond souvent des médicaments qui étaient utilisés comme antiépileptiques ou qui étaient utilisés pour l'hypertension. Et on s'est rendu compte qu'ils fonctionnaient aussi. C'est tout récent le fait qu'on ait des molécules qui soient développées spécifiquement pour la migraine. Et on a des traitements à présent qui marchent très bien, qui ont moins d'effets indésirables que les traitements plus anciens, mais qui malheureusement ne sont pas remboursés pour le moment en France. Donc ça, c'est un autre souci pour l'accessibilité à ces traitements. Et alors, est-ce que dans ce cas, le laboratoire a une action de lobbying, justement, pour faire intégrer cette problématique ? Parce que j'imagine, même si nous avons la chance dans ce pays d'avoir des médicaments qui sont accessibles et à des tarifs qui ne sont pas, vous parliez des États-Unis, qui ne sont pas forcément américains, hein, et tant mieux pour nous, mais est-ce qu'il y a une avancée là-dessus ? Est-ce qu'il y a une action de votre part là-dessus ? Alors, il y a une action plutôt du côté des cliniciens, et je suis vice-président de la Société française de traitement de la douleur, je suis trésorier de la Société française d'études des migraines et céphalées. C'est plutôt au sein des sociétés de médecins qu'on se mobilise avec l'aide des patients, parce que c'est très important que les médecins et les patients poussent dans le même sens, et là on a vraiment un intérêt commun, c'est avoir accès aux bons médicaments pour les bons patients, sans que ce soit des coûts exorbitants. Bien sûr. Les choses avancent petit à petit. Il y a le dossier pour les nouveaux traitements de la migraine qui doit être réévalué par la Commission de la transparence prochainement. Et j'espère qu'il y aura une avancée et enfin un accès sans coût majeur pour les patients dans les prochains mois. Alors, quand vous parlez d'accès aux patients,
Comment, parce que j'ai eu le bonheur, la chance, l'honneur, dirais-je même, de recevoir le professeur Dalel récemment dans le cadre de cette action de partenariat avec le Rotary pour Espoir en tête. Comment est-ce que, moi je ne connaissais pas du tout cette démarche, comment est-ce que les patients arrivent jusqu'à vous? Comment est-ce qu'ils ont de l'information? C'est quoi la porte d'entrée, à part venir sur Logos FM? Alors, en France, la porte d'entrée, ça doit être le médecin traitant. Ouais. Et ce sont plutôt les médecins qui doivent réadresser pour les cas les plus compliqués. Mais la migraine, ça concerne 10 millions de personnes en France, Oui. c'est 15 à 20% de la population. C'est une maladie que les médecins généralistes connaissent bien. Et dans la majorité des cas, ils vont proposer un traitement pour les crises, éventuellement un traitement de fond qui a pour objectif de réduire la fréquence et l'intensité des crises, mais le médecin généraliste peut tout gérer. Par contre, chez les patients pour lesquels c'est un peu plus compliqué, si le traitement de crise ne marche pas bien ou n'est pas bien supporté, ou si les crises sont très fréquentes, ça peut être intéressant que votre médecin généraliste vous adresse vers un neurologue. Pour les douleurs neuropathiques, c'est les douleurs qu'on peut avoir quand un nerf a été abîmé, après une chirurgie, après un accident ou après un zona, ce qui est aussi un des classiques qui peut abîmer les nerfs. Les médecins généralistes peuvent utiliser les traitements classiques, mais dans certains cas, ça ne fonctionne pas et il peut être intéressant d'aller vers des traitements plus spécifiques qui vont être faits plutôt à l'hôpital, soit par un neurologue, soit par un centre de traitement de la douleur. Et alors, les patients que vous recevez viennent de quel territoire? On vient de très loin vous rencontrer? Parce que j'imagine qu'il n'y a peut-être pas des laboratoires comme Neurodol sur tout le territoire français. Alors on vient malheureusement d'un peu loin, oui. Pour la partie clinique, on est censé pouvoir être soigné proche de chez soi. Certaines techniques ne sont pas disponibles partout. Et donc, j'ai des patients qui font 2 à 3 heures de route pour venir pour certaines thérapeutiques. Dans les traitements de la douleur neuropathique, il y a des médicaments qui se prennent par la bouche. Certains se font en injection localement au niveau de la douleur. Et plus récemment, on utilise maintenant des stimulations du cerveau, de la stimulation magnétique à travers la boîte crânienne qui permettent de stimuler des zones qui activent les zones de contrôle de la douleur. Ces techniques, elles ont montré leur intérêt. Elles fonctionnent chez 40 à 50% des patients qui étaient en échec de tous les traitements classiques. Et Donc qui les évitent peut-être aussi, j'imagine. Alors, la plupart, quand ils ont des douleurs majeures, les essaient. Oui. Mais quand ça ne fonctionne pas ou quand ça a des effets indésirables, on ne doit pas persister. Et ces techniques de stimulation, elles sont très bien tolérées, elles sont efficaces chez une proportion non négligeable de patients, mais elles sont peu accessibles. Actuellement, il n'y a que le CHU à Clermont-Ferrand qui permet cette technique pour l'ensemble de l'Auvergne. Et il n'y a qu'une dizaine de CHU en France qui le proposent. Donc il y a un gros souci d'accès à ces techniques. Là encore, ces techniques ne sont pas remboursées pour l'instant, alors qu'elles ont prouvé leur efficacité. Au sein de l'hôpital, on arrive à prendre en charge le coût des soins et il n'y a pas de coût pour le patient. D'accord. Mais il y a quand même un accès qui est très limité à ces soins. Et on vient de débuter cette activité. On a déjà une liste d'attente au CHU de plusieurs mois. Donc, il va falloir qu'on aide ces techniques à se développer au niveau du territoire. Et là aussi, on a des actions au niveau national pour essayer de faire rembourser à leur juste valeur ces soins pour qu'ils puissent être étendus sur le territoire. Alors vous nous avez parlé, Xavier Moisset, de cette formation qui a été la vôtre avec des spécialisations, on va dire, dans certains domaines. Comment est-ce que vous réussissez à transmettre cette compétence? Parce que 10 centres en France, c'est bien, mais c'est quand même un peu dramatique. Comment est-ce qu'on réussit? Et là aussi, je crois que le CHU de Clermont-Ferrand est très porteur de cette dimension transmission, de cette dimension partage, et pas garder en autarcie ici sans vouloir communiquer dessus. Donc comment est-ce que vous arrivez à trouver le temps d'aller porter la bonne parole ailleurs? Alors, cette transmission, elle est indispensable. Oui. 10 centres en France, ça n'est pas suffisant. Et oui, il faut que les techniques puissent se développer. La transmission, ça fait partie du rôle. Quand on est prof à la fac, on a 3 missions, les soins, l'enseignement et la recherche. Et sur cette part enseignement, il y a les enseignements à la fac pour les jeunes étudiants qui apprennent les bases de la neurologie, mais il y a aussi la formation de nos pairs
Et que ce soit dans des congrès nationaux ou internationaux, on essaye d'expliquer les choses. Et j'ai coordonné des recommandations internationales qui viennent d'être publiées sur la prise en charge de ces douleurs neuropathiques. Et maintenant, au niveau international, il est admis qu'on utilise certains traitements en premier choix, d'autres en deuxième choix, et en troisième ligne, les traitements de stimulation magnétique du cerveau. Comment ça réagit là justement quand vous présentez ces travaux et puis ces avancées concrètes qui sont les vôtres? Il y a une appétence, ça reste encore difficile parce que j'imagine qu'on ne met pas des électrodes comme ça sur la tête de quelqu'un. Alors, les patients sont très demandeurs. Oui. C'est une technique qui n'est pas invasive, ce n'est pas de la chirurgie. On met vraiment juste une bobine qui est posée sur la tête, ça dure une demi-heure et le patient repart. C'est comme pour une consultation. Il y a très peu d'effets indésirables et beaucoup moins en tout cas qu'avec tous les médicaments. Donc, ça fait partie de la demande des patients d'avoir ce type de technique. Et on écoute de plus en plus le choix des patients. Là, dans les recommandations internationales que nous venons de publier, il y avait 2 patients qui souffrent de douleurs neuropathiques qui étaient impliqués dans toutes les étapes du développement de ces recommandations. On ne se base pas uniquement sur l'efficacité d'un traitement. Si un traitement est très efficace, mais que vous êtes bloqué au lit, incapable de réfléchir, le patient n'a pas envie d'aller vers ce traitement. Éventuellement pour passer un cap de douleur intolérable, mais ce n'est pas possible de le poursuivre au long cours. Et donc on essaye de prendre en compte tous les aspects, l'accès au traitement, ses effets bénéfiques et ses effets indésirables, et les choix du patient, quelles sont les contraintes qui sont acceptables pour améliorer sa douleur et sa qualité de vie. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui Xavier Moisset, professeur de neurologie. Xavier Moisset, vous nous avez expliqué ce parcours depuis Saint-Flour jusqu'à l'INSERM avec toutes ces formations, ces spécialisations, ces recherches que vous avez menées, avec ce travail sur la douleur. Vous êtes aujourd'hui au sein du laboratoire Neurodol qui comporte une centaine de personnes en France. Vous nous avez évoqué l'importance de la transmission pour vous dans ce domaine. Et puis surtout, vous avez mis le doigt sur l'un des, alors je ne sais pas si on peut dire fléaux, mais en tout cas une vraie problématique de douleur en France, qui est la migraine, puisqu'elle touche plus de 10 millions de personnes. Et vous nous avez expliqué qu'il est fréquent que dans certaines pathologies, eh bien, la douleur devienne presque la cause de la problématique de la maladie. Alors, est-ce que vous pourriez nous illustrer ces propos et ce que vous nous avez dit tout à l'heure dans ce quotidien qui est le vôtre? Avec plaisir. Je vois des patients qui souffrent de migraines sévères au quotidien. Et la migraine, il faut déjà la diagnostiquer. En France, on n'utilise pas toujours ce terme à bon escient, pas de sa façon médicale. Tous les maux de tête ne sont pas des migraines. Il peut y avoir des algies vasculaires de la face, des névralgies du trijumeau. Il y a des diagnostics un peu plus spécifiques. La migraine, c'est une douleur qui est souvent associée avec une gêne liée au bruit, liée à la lumière, des nausées, des vomissements. Et ce sont des crises qui vont se répéter plus ou moins régulièrement. Quand on a 2 crises par an et qu'on est soulagé au bout de 2 heures en ayant pris un anti-inflammatoire, ça n'a pas d'impact sur la qualité de vie. Les patients que je vois en consultation ont plutôt 10, 15 ou 20 jours de migraine chaque mois. Et avec les traitements classiques qu'on propose, alors les vieux traitements qu'on utilise qui jouent sur les vaisseaux, les bêta-bloquants, certains patients vont être bien soulagés. Mais ça ne suffit pas chez tout le monde. Et là, on a vécu une vraie révolution avec les nouveaux traitements. Ce sont des traitements qui ont été développés spécifiquement pour jouer sur les mécanismes de la migraine. On ne les a pas découverts par hasard alors qu'ils étaient utilisés ailleurs. Ils ont été développés pour jouer sur une molécule, le CGRP, qui active les neurones, qui est à l'origine de la douleur et qui va aussi irriter et inflammer les vaisseaux. Quand on utilise ces nouveaux traitements, il y a des personnes qui avaient 20 jours de migraine par mois qui tombent à 3 jours, 4 jours par mois. Un vrai miracle, quoi, pour eux. Pour eux, la vie reprend. Bien sûr. Il n'y a plus d'appréhension à prévoir des choses. Ces gens-là, souvent, il y a plus de présentéisme que d'absentéisme. Même quand ils ont une migraine, ils serrent les dents, ils gardent leur poste au boulot, ils font leur activité, ou ils en ramènent à la maison pour compenser ce qu'ils n'ont pas pu faire pleinement à domicile, au boulot. Mais c'est très lourd et ça a un impact majeur. Ils n'osent plus faire de choses programmées avec les amis le week-end. Ils vont limiter les sorties en famille
pour se reposer entre deux crises. Quand on met en place ces nouveaux traitements et qu'ils fonctionnent, ça leur change la vie. Ils recommencent à vivre juste normalement. Et la migraine n'est pas assez prise au sérieux. C'est une maladie de femmes. Elles ont mal à la tête, c'est un prétexte. C'est des choses, des préjugés qui sont encore bien ancrés. Non, la migraine, c'est une vraie maladie neurologique qui touche 3/4 de femmes, mais aussi 1/4 d'hommes. Et c'est aussi sérieux que ce soit une femme ou un homme qui soit touché. Mais ces préjugés ont la vie dure et cette accessibilité difficile au traitement pénalise surtout des femmes parce que ce sont elles les plus touchées. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire et la première chose, c'est oser en parler avec son médecin traitant. Il y a une barrière, vous croyez encore vraiment dans... Enfin, c'est ce que vous constatez. Certaines ont entendu il y a 15 ou 20 ans, vous avez des migraines et on ne peut rien y faire, et elles ne consultent même plus. Elles essaient de se débrouiller toutes seules. Et on voit revenir quelques patients dans la boucle des traitements parce que via les réseaux sociaux ou via la presse, ils entendent qu'il y a des nouveaux traitements qui sont disponibles. Ce qui leur permet d'en parler à nouveau avec leur médecin traitant, essayer d'utiliser correctement les traitements qui sont déjà très efficaces et, si besoin, passer vers ces nouvelles molécules. Alors actuellement, c'est 250 € par mois. Donc ça limite énormément les gens qui peuvent y accéder. Bien sûr. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, ça peut changer la vie. Et on espère vraiment que d'ici quelques semaines ou quelques mois, le remboursement deviendra possible pour les migraineux les plus sévères. On ne va pas proposer ces traitements à une personne qui a 2 crises par mois et pour lesquelles les traitements actuels marchent bien. Mais quand il y a 8-10 jours de crise par mois, qu'on est en échec des traitements classiques, oui, ces patients, ils ont besoin d'avoir accès à ces traitements et que ces traitements soient pris en charge. Et comment est-ce que vous expliquez, ou pas peut-être, qu'il n'y ait pas justement cette intégration de prise en charge sur des sujets pareils qui sont des sujets de violence physique quelque part dans le quotidien des personnes? Alors, on a une doctrine au sein de la Commission de la transparence qui est vraiment spécifique à la France. Là, je vais peut-être être un peu technique, mais les médicaments, dans tous les autres pays du monde, pour pouvoir être remboursés, il faut simplement prouver qu'ils sont plus efficaces qu'un traitement placebo. Oui. C'est le cas pour tous les nouveaux médicaments. Mais en France, pour qu'ils soient remboursés plus cher que les médicaments existants, il faut aussi prouver qu'ils sont meilleurs que les médicaments existants. Et les premières études faites par les laboratoires ont simplement prouvé qu'ils étaient meilleurs qu'un placebo. Maintenant, on a 7 ans de recul, on a énormément de données qui nous montrent qu'ils sont bien meilleurs en termes d'efficacité et en termes de tolérance que les médicaments traditionnels. Et c'est grâce à ces nouvelles données que la France va revoir son point de vue et éventuellement proposer un remboursement de ces traitements à des prix supérieurs aux vieux médicaments. La France est prudente et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des prix pour les traitements qui sont inférieurs à ce que font tous nos voisins européens, mais ça a aussi un impact sur le délai d'arrivée des nouvelles thérapeutiques. Là, je vous disais, depuis 2018, tous nos voisins européens ont accès à ces traitements. J'espère qu'en 2025, tous les patients français auront aussi accès à ces traitements. C'est ce qu'on va souhaiter vraiment. Alors, vous nous avez donné cet exemple de la migraine, j'entends bien, qui est majeur, mais vous nous avez évoqué aussi d'autres pathologies qui peuvent être soulagées, j'allais dire impactées, mais non, soulagées par ces méthodes. Alors, peut-être un autre exemple ? Alors, je vais revenir sur la douleur neuropathique. Oui. J'ai un patient qui avait des douleurs neuropathiques à cause du diabète. C'est une des premières causes qui abîme les petits nerfs, en particulier au niveau des pieds. Les douleurs neuropathiques, elles ne sont pas ressenties comme toutes les autres douleurs. Et donc c'est un patient qui avait mal dans les 2 pieds avec des sensations de picotement, de fourmillement, de brûlure. Ça devient quasi impossible de dormir simplement parce que le frottement des draps sur les pieds réveille la douleur. Et certains patients mettent un arceau sous les draps pour pouvoir supporter d'être sous la couette. En mettant en place les bons traitements, on peut reprendre une vie normale. Mais certains patients n'osent pas en parler ou se retrouvent face à un médecin traitant qui va utiliser les traitements de premier choix qui ne sont pas suffisants. Et il ne faut pas hésiter à aller vers un neurologue plus spécialisé
qui va pouvoir utiliser d'autres traitements ou des combinaisons de traitements, voire passer à la stimulation dont on parlait tout à l'heure. Mais ces patients qui ont des douleurs difficiles à expliquer, ces brûlures, ces sensations d'avoir les pieds dans la glace, ce ne sont pas les mêmes douleurs que quand on se coupe ou quand on se fait un traumatisme de la vie de tous les jours. Et ces douleurs, elles ne sont pas soulagées par le paracétamol, par les anti-inflammatoires ou même par la morphine. On a l'impression que la morphine marche sur toutes les douleurs. Ce n'est pas le cas. Ça marche très bien pour une fracture. Pour la plupart des douleurs aiguës, c'est intéressant. Mais quand la douleur devient chronique, quand le cerveau devient hyper excité, un peu modifié par cette douleur qui persiste, il faut agir autrement pour calmer la transmission au sein du cerveau. Alors, sans vouloir... vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut des mois maintenant pour arriver jusqu'à vous. Malgré tout, donnons un peu d'espoir. Comment arrive-t-on jusqu'au laboratoire Neurodol ? C'est obligatoirement par le médecin traitant. Alors, on arrive au service de soins. Au service de soins, pardon. Au sein de Neurodol, on a des activités de recherche sur des choses qui ne sont pas encore disponibles. Et pour la stimulation du cerveau, je vous parlais d'un type de stimulation qui est déjà validé avec des ondes magnétiques, mais avec des ultrasons, on peut aller cibler d'autres zones. Et on a des protocoles de recherche qui vont débuter pour stimuler des zones plus profondes dans le cerveau qui pourraient potentiellement mieux soulager plus de monde avec une efficacité encore meilleure. Au sein de Neurodol, on a aussi des nouvelles molécules qui ont été mises au point chez l'animal, qui ont prouvé leur efficacité chez l'animal, mais pour lesquelles on a envie d'aller jusqu'à l'homme. Bien sûr. Notre but, c'est pas soigner des souris. Oui. C'est de pouvoir transposer ça chez l'homme et répondre aux vraies problématiques. Et là, on a 2 molécules qui ont un réel intérêt chez l'animal. Il faut qu'on franchisse toutes les étapes. D'abord, toutes les étapes de sécurité, avant d'administrer ces médicaments pour la première fois à l'homme, et ensuite vérifier si l'efficacité est bonne également. Mais donc, pour le patient qui a un problème de douleur chronique, il faut passer par le médecin traitant, et c'est le médecin traitant qui pourra adresser soit vers le centre de traitement de la douleur, il y en a un au CHU de Clermont-Ferrand, mais il y a des consultations douleur dans la plupart des hôpitaux de la région. Et ces médecins spécialisés en consultation douleur, ils ont aussi accès à d'autres outils. La stimulation électrique peut avoir un intérêt. On colle des petites électrodes sur les pieds, avec l'exemple dont je parlais tout à l'heure, ce patient diabétique qui avait des douleurs très importantes aux pieds. On peut stimuler avec de l'électricité pour activer les voies non douloureuses et calmer le message de la douleur. Le médecin traitant n'a pas le droit de prescrire ce type d'appareil. C'est réservé aux spécialistes de la douleur. Mais ça, les consultations douleur classiques peuvent être accessibles un peu partout sur le territoire et ça peut changer la qualité de vie des patients. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin pour être adressé vers les bonnes consultations. Pour le neurologue, ça va être intéressant dans certains cas de douleurs neuropathiques, de migraines compliquées. Et là aussi, il y a des neurologues sur toute la région. Il faut aller voir un neurologue le plus proche de chez soi. On a la chance en Auvergne d'avoir des neurologues compétents dans les différents centres. Tout à fait. Pas besoin forcément de venir à Clermont pour un problème qui peut être réglé à côté de chez soi. Bien, écoutez, un immense merci à vous, professeur Moissé, de cet échange passionnant. Je pense qu'on aura largement débordé. Notre rédacteur en chef ne va pas être content, mais c'était un message à faire passer. N'hésitez pas, si vous êtes dans ces phases de souffrance, de douleur, à aller évoquer. N'hésitez pas à parler, à exprimer ça. Et à très bientôt sur l'antenne de Logos FM dans une autre émission Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.